Salut à vous les amis de la terreur et du suspense. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Sturpy Horror Stories pour le dernier épisode de la série Apocalypse City. Suspense, science-fiction, terreur psychologique, troubles de l'identité. Enfin, je vais pas vous spoiler parce que c'est le dernier épisode de la série, donc si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, évidemment, je vous invite à commencer par le début, ce serait dommage de vous gâcher le plaisir. Sinon, où est-ce qu'on en était ? Ah oui, épisode 6, les faux semblants se sont révélés. Et tout comme Daniel, vous avez peut-être deviné qui est Jason. Dans ce dernier épisode, on va en avoir la certitude et on va découvrir ses motivations. On va aussi découvrir le véritable cerveau de l'organisation et différents niveaux de trahison. Tout va peut-être enfin s'éclaircir et répondre à nos questions. En tout cas, on constate qu'avec même de bonnes intentions au départ, des dérives sont inévitables. Parce que la nature humaine est telle qu'elle est. Allez, je vous souhaite de bonnes frayeurs sur la chaîne Sturpy Horror Stories et un bon dénouement d'Apocalypse City. Je vous retrouve à la fin de l'épisode pour quelques révélations supplémentaires. Bon voyage. Je quitte le parking souterrain en roulant au pas et j'emprunte la sortie arrière. Visiblement, je ne suis pas le seul à utiliser de fausses identités. Si mon intuition s'avère juste, Thomas s'appellerait en fait Jason. Si je me trompe, au moins Thomas connaît-il l'existence de ce Jason. Vu sa réaction, c'est une certitude. J'ai trouvé le message glissé par Dahlia. Rendez-vous 22h, escalier Montmartre. J'y serai. Même si j'ai des doutes à son sujet, quelque chose me dit que Dahlia est plus digne de confiance que Thomas, ou Jason. Beaucoup trop de choses m'échappent encore. Qu'a-t-il bien pu changer dans ma tête ? Et pourquoi ? Couvrir la mort d'Alan Newbeck ? Pire ? Je dois savoir. Je roule sans but, les dents serrées. Comment réagir vis-à-vis de cet homme qui se prétend mon ami ? N'ai-je pas d'autres amis ? Tout reste flou. Séquestrer Thomas et l'obliger à avouer me paraît radical. Ça sera ma dernière alternative si l'approche par la ruse échoue. Jouons la fine pour le moment. Dans mon rétroviseur, la Mercedes noire des gardes du corps se profile. J'entre dans le vieux Mornon-Beu, une idée en tête. Trouver Chris Bolton via Internet. Je stoppe la voiture. Un peu plus loin se trouve un cybercafé. Avant tout, larguer ces deux lourdeaux. Ici, avec les ruelles qui s'enchevêtrent, il m'est possible d'échapper à leur vigilance. Ils n'ont pas encore trouvé où parquer leur voiture. J'en profite pour me faufiler dans un vieil escalier en pierre qui s'enfonce au cœur des remparts de la ville. Je débouche sur une ruelle pavée, je prends à droite vers un chemin de terre et d'herbe. Au bout d'une 50aine de mètres, je descends une pente terreuse au milieu de deux jardins vers l'est. Ma petite boucle m'a permis de retrouver une rue qui jouxte le cybercafé. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. Ils ne sont pas dans les parages. D'un pas pressé, je me faufile dans la boutique. Une demi-heure d'internet, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Poste 8, fermeture à 19h. Je commence par chercher dans les pages blanches. Christophe Bolton. Aucun résultat. Orthographe approchant. Christopher Bolton. Christian Boldonetti, Christine Boldon, Christiane Botton. Voyons Christopher Bolton. 23 rue du Général Rouchier à Clarcy-les-Ducs, pas loin de Paris. Ah, un Facebook à ce nom. Ce n'est pas le même Christopher Bolton, celui-là est canadien. Poursuivons. Rien. Est-ce qu'une simple adresse vaut un détour jusqu'à Clarcy ? Non, voyons les autres. Christian Boltonetti, 102 avenue du Watoury à Jeanfoy. Je tape Jeanfoy dans la barre de recherche de Mappy, ça se situe à plus de 3 heures de Paris. Ça ne doit pas être le Chris que je cherche. Voyons Christine Boldon. J'entends le gérant du cybercafé lancer « Bonjour messieurs, c'est pour internet, recharge, téléphone ?» Nous cherchons un ami. Merde, les deux sucettes à crampons m'ont remis le grappin dessus. Ouais, je crois que nous l'avons retrouvé. Je quitte l'annuaire. L'un d'eux fait un pas dans l'allée d'ordinateur. En 3 enjambées, il est derrière moi et lorgne avidement mon écran. Pour me protéger, hein.
Il soulève ses lunettes opaques pour me regarder dans les yeux. Poker? Je réponds d'un air nonchalant en essayant d'éviter les trémolos dans la voix. Oui, c'est mon péché mignon. C'est du bluff. Il replace ses lunettes sur son nez. Pardon? Il sourit en coin. Le poker. C'est du bluff. Oui, c'est ce que je crois aussi. Thomas Poker, c'est du bluff. Évidemment, par écran interposé, les sensations sont différentes. On ne voit pas les autres joueurs dans les yeux. Évidemment. Je vais malheureusement devoir interrompre votre partie en cours pour vous demander de nous suivre. Un appel du patron, il veut vous parler. Ah bah j'avais justement fini. Nous passons par le comptoir, le second molosse attend dehors. Il surveille par la vitrine comme un bon chien de garde. Ah, ben il vous restait encore un quart d'heure. Déplore le tenancier. Je vous les mets de côté? Je paye pour la demi-heure avec un sourire forcé, le commerçant me fait la révérence. Merci, monsieur, merci. Mais dites-moi, ce sont ces messieurs qui ont coupé court à la connexion? Je regarde le gorille en souriant, puis je réponds au gérant. Répression des jeux d'argent et de hasard. Je suis accro. Je lui jette un clin d'œil tandis que sa mine affiche l'incompréhension. Ah, J'aurais préféré voir Dahlia avant de revoir Thomas. Ou Jason. Il va falloir feindre. Thomas m'attendait dans la semi-pénombre de son bureau, affalé sur son siège. En m'approchant, je remarque qu'il pleure. D'un revers de la main, il essuie ses larmes. Qu'est-ce que vous foutiez avec Dahlia Delame? Me jette-t-il froidement. Il est ivre-mort. Comment ça, qu'est-ce qu'on fout? Il chavire sur son tronc. Ouais. Vous croyez peut-être que je sais pas? Mais moi je sais tout, moi. Je comprends pas. Pas de ça avec moi. Allez. Il met sa bouche en cul de poule. T'en pinces pour cette pain bêche. J'espère qu'elle est pas aussi sèche qu'elle en a l'air. T'as un peu trop picolé, tu racontes n'importe quoi. Il se lève d'un bond, de la colère plein le visage. Quoi? Moi je te raconte n'importe quoi? Et c'est qui t'a vu monter dans la voiture de cette greluche, hein? Qui? Les gardes. Alors? C'est ton comportement qu'on devrait blâmer, pas le mien. Tu as vu ton état? Me déranger pour ça, alors que je suis censé être en repos? Merci. Ah ouais. Et on peut savoir ce que tu faisais au cybercafé, Ne dis rien, je le saurai dès demain. Même maintenant, si je veux. Mais moi j'ai tout mon temps. Je veux juste que tu me dises la vérité. Il veut savoir la vérité? Elle est bien bonne, celle-là. Eh bien, je jouais au poker, monsieur Poker. Non! Je veux savoir pour la pain bêche. T'es plutôt intime avec elle. Pas du tout, elle m'a simplement reconduit jusqu'à ma voiture pour que je ne sois pas en retard. C'est vrai, ça? Il cherche à asseoir son ascendant sur moi, en m'acculant à coups de questions. Oui, c'est vrai. Rien de sexuel, pas de flirt dans l'air. Il marmonne d'une voix pâteuse. Ouais. Tu sais, moi, je lui fais pas confiance. Oh, à qui se fier de nos jours? Oh, mais tu sais, je vais la tester, la petite. On va voir ce qu'elle a dans le ventre pendant la mission en Iran. Les ricains aussi sont sur le coup. Elle va interférer. Ils vont sûrement l'intercepter. Et on verra la réelle efficacité de la cage. Je vais lui concocter une identité sur mesure dont elle me dira des nouvelles, la petite de l'âme. Tu vois le truc? Ouais, je vois. On ne peut décemment pas laisser une telle machine et l'avenir d'Apocalypse City entre les mains d'un type aussi instable. Ouais, je vois. On ne peut décemment pas laisser un tel doute planer sur l'avenir d'Apocalypse City, qui d'ailleurs repose entre tes mains. Tout à fait. Je suis le boss, et c'est comme ça. Tout à fait, je réponds en canon. Et toujours rien à propos de ce Jason? Il contrôle mieux sa surprise que ce matin, mais on voit que ce sujet le défrise. Bon, en ce qui le concerne, c'est pas vraiment la bonne expression, mais... Ah, c'est à toi qu'il faut demander ça. Y'a rien de neuf là-dessus? Bourré comme une barrique, mais très malin le bougre. Il retourne la situation. Un as du judo mental. Non, rien, ça doit pas être très important. Sinon, tu sais ce que tu voulais savoir? Je peux disposer? Ouais, je voulais juste m'assurer que tu fricotais pas avec de l'âme. Et surtout te prévenir, ne discute pas trop avec elle. D'accord. Je bavarde avec Dahlia Delame à la terrasse d'un café sur la butte Montmartre. Elle est assise en face de moi, dos à la place. Aux dernières lueurs du soleil, les artistes croquent des portraits des touristes, tandis qu'un barbu délirant tourne autour des tables pour gagner quelques pièces en rabâchant des vers improvisés. Pour que l'amour de l'océan, de la lune plane sur l'amour de la lune, de l'océan, de ta bien-aimée. Je lui donne 2 € et il s'en va ressasser sa poésie à la table voisine. Pour que l'amour de l'océan, de la lune plane sur l'amour de la lune, de l'océan. Vous voyez, j'appréhende cette mission. C'est dans 4 jours et je me sens pas prête. 4 jours? Je ne cache pas ma surprise. Ce que vous dites m'étonne. Ce matin, Thomas m'affirmait que le début de l'opération restait à définir. Oui, quelque chose cloche avec ce type. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que j'ai découvert.
Je ne devrais pas vous en parler, mais vous connaissez mes doutes sur l'honnêteté de Thomas Poker. Elle n'a pas touché à son diabolomante alors que j'achève d'un trait mon cappuccino. Entre nous, ça n'est plus du domaine du secret. J'ai moi aussi de bonnes raisons de penser qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Ce que j'ai trouvé va dans ce sens. J'ai piraté sa boîte mail. Les messages se sont accumulés. Il ne répond à aucun. C'est comme ce journal des expériences qu'il ne tient pas à jour. Il laisse le navire chavirer. Je dirais plutôt qu'il le détourne à son gré. C'est un pirate. Mon esprit qui refoule comme un siphon à faire monter un nom. Jason. Et une lointaine intuition me suggère que Thomas est Jason. Le coude sur la table, Dahlia Delame cale son index sur l'os courbé de son nez et replie ses doigts contre sa bouche. Ce geste étrange marque la tentative de contenir un trop-plein de pensées torrentielles. Elle essaye de comprendre. Il aurait testé la cache sur lui-même pour changer d'identité ? Non, je crois qu'il sait qui il est. En revanche, je ne peux pas en dire autant de moi. Garçon, un autre cappuccino s'il vous plaît. Tout de suite. Ah oui, ces fameuses failles dans vos souvenirs. J'ai essayé de voir ce qu'il aurait pu effacer sur votre carte et puis tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi y aurait-il besoin d'une carte faux souvenir pour réactiver les zones de votre mémoire initiale ? Et vous en êtes arrivé à quelle conclusion ? Que vous, enfin, Daniel Giraudot, était une identité fabriquée de toutes pièces, de la même manière que Loïc Fredonnec ou Benjamin Emerson. J'aurais tellement voulu me tromper. Je n'osais pas l'envisager. Il m'a formaté à sa convenance. Si on suit la logique, on croit savoir que Thomas n'est pas celui qu'il prétend être. Il a donc usurpé l'identité de celui qui le remplace. Autrement dit, le cerveau. Sans doute par soif de pouvoir. Dahlia avale 2 gorgées de sa menthe à l'eau. Elle repose son verre avant de poser la grande question. Mais alors, que serait-il advenu du cerveau ? Là, monsieur. Le temps que le serveur échange ma tasse vide contre une plaine débordante de chantilly, j'affiche un air entendu. Quand il repart, j'avance ma théorie à Dahlia. Éliminée, sûrement. Ou alors, elle vient de comprendre. Ou alors le cerveau, c'est vous ? Je hoche la tête en gobant une cuillère de crème battue. Ça expliquerait beaucoup de choses. La mort d'Alan Newbeck ne serait pas la cause de la manipulation, mais une conséquence. Il va falloir que vous soyez prudente. Je crois qu'il ne vous aime pas beaucoup. Et puis, une autre chose m'intrigue, ce sont les étranges écrans qu'on trouve dans chaque recoin du QG. Leur utilité m'échappe. Ça ressemble à un dispositif assez élaboré, plus qu'un simple moniteur vidéo. Dahlia réfléchit un instant. Bon sang ! Si nous sommes dans le vrai, il s'agit de la pire mutinerie qui soit. C'est clair. Pour les écrans, s'ils sont reliés à l'ordinateur central, je saurai à quoi ils servent. Mais avec tout ça, j'ai peur pour la mission en Iran. Il veut peut-être m'envoyer au casse-pipe. J'ai entendu dire que le site se trouvait sous la surveillance des services secrets américains et israéliens. Pourquoi Apocalypse City devrait s'occuper de cette base si d'autres sont déjà sur le coup ? Par prudence, je ne révèle pas les intentions de Thomas, mais je tente de la rassurer. Nous disposons de 4 jours. Vous savez utiliser la cage à souvenirs ? Seriez-vous capable de me restituer ma mémoire initiale ? Je crois que oui. Si ce que nous croyons se vérifie, alors je récupère les rênes, j'annule la mission et tout rentre dans l'ordre. Retrouvez-moi demain, 23h au labo. Thomas devrait s'être écroulé depuis longtemps. Que faire de lui ensuite ? Il ne se rendra pas sans résister. J'envisagerai ça quand je serai enfin redevenu moi-même. 30 € pour 2 cappuccinos et une menthe à l'eau. Il y en a qui ont le sens des affaires. Je ne suis pas Giraudot, néanmoins ma tête sur la photo d'identité dans mon portefeuille est conforme à celle du miroir. Puisque je suis en congé, je dormirai à l'appartement qui me sert de couverture, rue Jean-Jacques Rousseau, à 2 pas. Les clés pendent à mon trousseau, mais je n'ai pas souvenir d'y avoir déjà mis les pieds. J'y trouverai peut-être des indices, et ça me permettra d'éviter Thomas Jason jusqu'à demain, le jour de vérité. Au milieu d'une 8aine d'autres, je trouve une boîte aux lettres à mon nom, enfin au nom de Daniel Giraudot, sous un porche coincé entre 2 ruelles. Pas de pub, merci. Daniel Giraudot. Si le bail est signé à ce nom, ça signifie que Daniel Giraudot existe bel et bien. Mais si je ne suis pas Daniel Giraudot, alors qui est-il ? L'a-t-on tué pour le remplacer par moi ? Ou bien ces modifications dans mon cerveau ont-elles tout détraqué ? J'insère la clé correspondante dans la serrure, ça tourne. J'ouvre la porte. Un hall étroit au sol moucheté, une odeur de renfermé. Au bout, un escalier en bois avec une rampe branlante garnie d'une boule blanche à sa base. 2e étage. Le remugle du hall n'est rien en comparaison avec celui régnant dans l'appartement. J'avance à tâtons. L'épais tapis sous mes pieds atténue le son de mes pas. Je trouve un interrupteur, la lumière s'allume sur un séjour en carré avec 2 canapés face à face. Je me tiens derrière l'un d'eux. À l'extrémité gauche du salon, j'entrevois une cuisine style américain à moitié mangée par l'angle d'un pilier.
À droite, des plantes en plastique devant une double fenêtre donnant sur un balcon. Ça ne me rappelle rien. Mon cœur fait un bond. Un grincement de cuir provient du canapé devant moi. C'est un bruit humain. Je plonge, j'effectue une roulade jusque derrière l'un des pots de fleurs. Pas de doute, il y a quelqu'un ici. Une tête apparaît par-dessus le dossier. Une femme aux yeux bridés. Elle a l'air presque aussi surprise que moi. Hola, Lance-t-elle en levant les mains au-dessus de sa tête. du calme Loïc, je suis venu en ami. Loïc? Qui peut bien avoir fait le lien entre Loïc Fredonnec et Daniel Giraudot? Chris Bolton? Qui êtes-vous? 2 jours passés, tu m'as déjà éclipsé? Eh bien, ça fait plaisir. Je sais que je n'ai pas été très sympa dans le hangar, mais il fallait faire vite. J'ai repensé au moment que nous avons vécu ensemble et... S'agit-il d'un piège? Je l'interromps. Je m'appelle Daniel Giraudot et je crois que vous vous trompez de personne. Je comprends que tu te méfies, mais pour moi, tout ça c'est terminé. J'ai fait une croix sur Apocalypse City et les noms d'emprunt. J'ai de gros ennuis et non seulement j'ai besoin de ton aide, mais j'ai aussi quelque chose à t'avouer. Elle parle d'Apocalypse City? Prêche-t-elle le faux pour savoir le vrai? Elle vient s'asseoir sur le rebord du sofa. Je me relève tout en restant sur le qui-vive. Et pourquoi pourrais-je vous aider? Je ne comprends rien à votre histoire. Elle adopte une mine désabusée. Je sais que tu as des directives très strictes, mais il y a 2 jours tu paraissais, disons presque, amoureux, et aujourd'hui tu fais mine de ne pas me reconnaître? C'est moi qui ne te comprends pas. L'anesthésie t'a rendu amnésique? Tu as subi un lavage de cerveau? Ou tu m'en veux à mort? Et tout à coup, ça me fait tilt. S'agirait-il de la fameuse Ki-Young, June de son vrai nom, que Loïc Fredonnec mentionne dans le message laissé sous l'oreiller? Au risque de la vexer, je vérifie l'hypothèse. Êtes-vous June? Ki-Young? Elle m'observe intriguée, puis elle sourit. Je suis à présent convaincu que Loïc Fredonnec éprouvait quelque chose de fort pour elle. L'horrible cage à souvenirs peut aussi tuer l'amour. Je suis Ki-Young comme toi tu es Loïc Fredonnec. Je te l'ai dit, mon vrai nom c'est June. June McHamilton. Et donc toi c'est Daniel Giraudot. Enchanté, Daniel Giraudot. Elle me tend la main. Un petit rire s'échappe d'entre ses lèvres et je ressens une sorte de chatouillement au niveau du cœur. Je m'avance et serre délicatement cette fine main tremblante. Enchanté. J'étais venu à mon appartement pour trouver des éléments pouvant m'éclairer et je me retrouve avec une pièce de puzzle supplémentaire et nul endroit où la placer. Je m'installe face à June. Un long silence plane avant que je brise la glace. Comment m'as-tu retrouvé? Eh bien, ça fait partie des choses que je dois t'avouer. Elle me raconte son incorporation au sein du réseau Apocalypse City il y a 6 ans, dans la cellule américaine basée à Atlanta. Si ma théorie s'avère juste et que je suis effectivement à la tête du réseau, alors c'est moi qui l'ai fait embaucher. Son regard fixe ses mains croisées sur ses genoux. Elle me confie. Au début, je suis restée fidèle au code secret sécurité. Durant 6 ans, j'ai servi à Pau sans défaillir et puis un jour, j'ai entendu parler d'une forte récompense offerte à quiconque apporterait des éléments sur une affaire à laquelle notre réseau était lié. Je n'ai pas dévoilé le nom d'Apocalypse City, mais sous un pseudo, j'ai vendu des renseignements que nous seuls possédions à une branche des services secrets américains, la Griffe. Ils ont voulu en savoir plus, j'ai refusé. Via le compte bancaire ouvert sous le pseudo, ils sont remontés jusqu'à moi, je ne sais pas comment, et ils m'ont menacée. Ils m'ont mise sous surveillance, alors j'ai dû prendre des distances avec Apo durant un moment. Puis, il y a eu une affaire dans les Appalaches. J'ai repris du service pour préparer le terrain. J'avais pour mission de récolter le maximum de détails sur la ville bunker avant l'opération. Malgré nos précautions, la Griffe, en interceptant un message entre mon supérieur et moi, a eu vent qu'il se tramait quelque chose. Ils ne savaient pas quoi, mais après la destruction d'Eden City, ils ont compris. Alors j'ai été contrainte de leur servir de taupe pour la mission en Corée du Nord. La suite, tu la connais. Je reste pantois, partagé entre l'idée que cette femme a trahi notre cause et l'idée que je puisse l'aimer sans m'en souvenir. J'ai envie de lui crier. Eh ben non, justement, la suite je la connais pas, et je ne connais même pas le début. Je prends un ton agacé. Ça ne répond pas à ma question. Comment m'as-tu retrouvé? Qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas en train de jouer l'agent double? J'en ai fini avec tout ça. Tu ne crois pas que ce que nous avons vécu était sincère? Visiblement, elle n'a pas connaissance de la cage à souvenirs. Elle croit que Loïc Fredonnec n'était qu'un nom d'emprunt. Elle croit que je me souviens. Le fait que tu m'aies retrouvé me paraît suspect. Tu ne pouvais pas savoir que je me nomme Daniel Giraudot. En quoi donc consistait ton acte de trahison en Corée? Je vois ses épaules s'affaisser, un air coupable marque son visage. Il faut que tu me promettes de m'aider avant que je t'avoue ce qui risque de te déplaire. Je sais pas si je suis en position de t'aider, mais je suis prêt à t'entendre. Eh bien voilà, la Griffe a dans l'idée de démanteler Apocalypse City. Il voulait que je te soutire des informations.
comme je n'y suis pas parvenue à l'hôtel, j'ai profité du moment de ton rapatriement pour t'inoculer une dose de Pantotale. Je me lève d'un bond. Mon bras tendu montre la direction de la sortie. C'est bon, je crois que j'en ai assez entendu. Non, attends s'il te plaît. Je n'ai rien dit à la griffe. Tu as déliré. Tu as déblatéré des noms comme Benjamin, Jason, et celui de Daniel Giraudot est revenu à plusieurs reprises. C'est comme ça que je t'ai retrouvé. Mais je leur ai raconté que je n'avais rien obtenu. Ensuite, je leur ai échappé. Ici, personne ne viendra me chercher. Tu crois ça? Si tu as pu découvrir cet appartement, d'autres le peuvent. Tu te rends compte de la gravité? Décidément, le bateau Apocalypse City part à volo. Dans quelle mesure suis-je responsable de tout ça? J'explique à June que je dois régler des problèmes internes avant d'être à même de résoudre les siens. Elle ignore que je suis son chef. Je n'en suis d'ailleurs pas sûr. Mais dans 24 heures, je serai plus à même de statuer sur son cas. D'ici là, je lui offre la protection de l'appartement, en espérant que personne ne l'aura suivi. June et moi avons dormi sur notre canapé respectif. En la regardant s'éveiller, je me surprends à sourire. Comment vais-je réagir quand tout me sera revenu? Tous mes souvenirs vont-ils se mélanger? Serai-je réellement comme avant? Et mes sentiments? Les yeux collés, je lorgne par la fenêtre du balcon. Je repère la voiture de mes gardes du corps en contrebas. Thomas Jason est donc au courant que j'ai passé la nuit ici. A priori, rien d'alarmant tant que la présence de June reste secrète. Je la prie de m'attendre tandis que je vais acheter des provisions. Elle me trouve changé. À mon retour, l'après-midi se passe dans la redécouverte de celle que j'ai vraisemblablement aimée en tant que Loïc Fredonnec. Je m'applique à ne pas dévoiler mes trous de mémoire. June m'apprend qu'elle est originaire de Chicago, mais qu'elle a vécu 10 ans à Lyon pour ses études. Sa mère vietnamienne avait épousé son père d'origine irlandaise après une rencontre à Chypre, durant un voyage organisé dont il était le guide. Une histoire très simple, somme toute. Je l'écoute, la tête ailleurs. Car en rangeant les achats tout à l'heure, je suis tombé sur un GSM dans un tiroir. Il peut contenir des informations utiles. Je l'ai mis en charge, il doit être rechargé maintenant. June est partie prendre une douche. J'allume le téléphone. Code PIN? Aucune idée. Ce qui prouve davantage que je ne suis pas Daniel Giraudot. Logiquement, ce téléphone doit m'appartenir. Un bout de papier plié dans mon portefeuille m'a intrigué hier quand j'ai payé à Montmartre. Et si... Je mets la main dessus, je le déplie. 4 chiffres griffonnés. Je les entre dans l'appareil. Code accepté. Comment cela est-il possible? Qui a rédigé ce billet? Comment puis-je être et ne pas être Giraudot? Aussitôt le téléphone allumé, un signal retentit à 7 reprises. 7 messages non lus. Effacer les messages, mémoire pleine. Les textos ont été envoyés à 1 jour d'intervalle. Ils datent du mois de mars. Environ 2 mois. Oncle Barnet. J'ouvre le premier message. Jason m'a coupé du monde, viens vite, je suis à bout de force. Les autres messages sont identiques. Qui est Oncle Barnet? S'agit-il du nom de code du mystérieux Chris Bolton? Je quitte l'appartement. June, occupée à sécher ses cheveux, promet de m'attendre. 22h45. Je laisse la voiture loin du QG et je gagne le parking souterrain à pied. Dahlia m'a devancé d'une demi-heure afin de préparer la cage. C'est le temps qu'il m'aura fallu pour semer mes 2 sucettes à crampons. La voiture de Jason Thomas repose bien là, dans la pénombre du parking. Avec les doses qu'il s'envoie, 22h est son seuil de veille. Je rejoins le laboratoire en silence. C'est presque prêt. Me chuchote Dahlia. C'est le grand moment de vérité. Je vais également tenter de vous restituer les souvenirs d'Emerson, Fredonnec et Giraudot, mais je ne garantis pas le succès. Un frisson me parcourt, mon cœur s'emballe. Vais-je supporter ce que je vais retrouver derrière la barrière invisible? Mes différentes personnalités ne vont-elles pas se mélanger? Elle me tend l'éprouvette emplie du liquide fluo à boire. Avec une certaine réticence, je lui confie mon bras droit pour qu'elle injecte le second produit. Le gauche est encore bandé suite à la morsure de la murène. On va pouvoir commencer. Je pense que le choc risque d'être assez violent. Je m'y suis préparé. Ce qui m'effraie, c'est d'affronter toute l'horreur de la vérité. En tout cas, je crois une chose. Que croyez-vous? Je crois que Benjamin Emerson, Loïc Fredonnec, Daniel Giraudot et celui que je serai redevenu seront d'accord sur le fait que vous êtes quelqu'un de bien, Dahlia. C'est très gentil. Je gagne le siège à l'intérieur de la cage. Dahlia dispose les 8 électrodes sur ma tête et me laisse seul. Tout va bien se passer.
Une léthargie me gagne, mes muscles se relâchent. Je pars dans un rêve éveillé. Puis un tourbillon m'emporte jusqu'à une totale confusion d'essence. Ma vie tournoie comme dans le tambour d'une essoreuse. Les scènes sont flasques, les bruits sont mous. Je perds connaissance. Je rentre dans un tunnel. Je suis Benjamin Emerson. Benjamin Giraudot, Emerson. Je suis Daniel Giraudot. Jason me trahit, je suis Loïc Giraudot. Emerson. Jason me trahit, je suis. Tonton Barnet, mets-nous le film avec le boxeur. Ma tête lourde teinte comme une cloche d'église. Elle se cogne contre les murs d'un couloir obscur, puis, soudain, la lumière. On est en train de me gifler. Je vois flou. Oh, Un homme. Mais c'est Jason. Qu'est-ce que tu fais? Il me dévisage penché au-dessus de moi. Je suis couché sur la banquette de l'infirmerie, sanglé. Je sens son haleine alcoolisée. Cette sale petite traînée t'a remis sur la case départ. Alors tu comprends tout maintenant. Tu comprends, espèce de salopard, pourquoi j'ai pris ta place, hein? Tu vois ce que je suis obligé de faire, moi? Hein? Tu te rends compte maintenant? J'ai risqué ma vie pour mon fouteux vieux compte-père, ton oncle Barnet. Toujours moi qu'on envoyait au casse-pipe. Parce que toi, Chris, l'intello, tu étais trop précieux. Mais je vous ai bien possédé. La petite traînée a pu s'enfuir, mais c'est sans importance. J'aurais pu encore avoir besoin de toi. Aujourd'hui, tout est fichu par ta faute. J'aurais dû te griller le cerveau avec cette machine. C'est ce que je vais faire. Son regard fou me transperce. Des images de la vie que je viens juste de retrouver défilent. Tout ça par jalousie. C'est vrai, j'ai toujours été le favori d'oncle Barnet, le frère de ma mère. Et ce, depuis qu'il m'a adopté à l'adolescence. Ma mère a dû fuir le pays pour d'obscures raisons. Elle travaillait pour un service de contre-espionnage. Je ne l'ai jamais revue. Moi, Chris Bolton, j'étais le cerveau. Et j'ai été formé pour servir Apocalypse City, sur les critères de mon intelligence. Mon cousin Jason, lui, aura toujours été le sportif, l'homme de terrain. La cage à souvenirs, c'est moi qui l'ai mise au point avec l'aide d'oncle Barnet. Et Jason a tout déclenché au jour du premier essai, lorsque je me suis porté cobaye. Daniel Giraudot, c'était mon pseudo, ma couverture. Il n'existait pas. Pour le test, j'avais décidé de lui inventer une vie et de me l'inoculer. Jason était censé me ramener à moi-même au bout de 3 jours. Au lieu de ça, il m'a fait enregistrer la vidéo où j'atteste être Daniel Giraudot, pour ensuite me greffer l'identité de Benjamin Emerson. Benjamin Emerson était un croquis virtuel assez élaboré, programmé par oncle Barnet, et que Jason aurait dû endosser pour partir dans les Appalaches. Il m'y a envoyé à sa place, le salaud. Sans entraînement, sans préparation. Et il a neutralisé oncle Barnet. Jason me traîne dans la cage à souvenirs. Mes muscles ne répondent plus. Il me sangle au siège incliné et place les électrodes sur ma tête. Il me bande les yeux, m'injecte un produit. J'ai envie de pleurer, de crier, mais je reste muet et paralysé. Un bruit de claquement, le son mat d'un corps qui s'écroule. On me libère les yeux. Jason est à terre. Debout, tremblante, Fabiola Digman me regarde éperdu, un extincteur à la main. Je bredouille. « Vite, détache-moi !» Elle me libère, nous sanglons Jason à ma place. « Il faut sauver oncle Barnet s'il n'est pas trop tard. Suis-moi !» Oncle Barnet? Elle m'emboîte le pas. Je ne réponds pas, je titube vers le couloir du sous-sol et me précipite vers l'escalier menant aux étages. Fabiola Digman me suit sans comprendre. Nous atteignons le 3e. Au fond du couloir, la porte à double battant refuse de s'ouvrir avec mon iris. Mais le code d'ouverture d'urgence, connu de moi seul, m'est revenu avec le reste. Je garde également de vagues souvenirs des différentes personnalités que j'ai endossées. J'entre les chiffres et la porte coulisse. Nous entrons. La pièce plongée dans l'obscurité jusqu'alors s'illumine. Du sol au plafond, tout est peint en noir laqué. Des gaines à peine visibles, où passent des fibres optiques, longent le mur droit et gauche. Les câbles partent d'un petit boîtier logé dans une niche dans le mur du fond. Je connais bien cette pièce. Et pour cause, c'est oncle Barnet et moi-même qui l'avons conçue. Pour rester franc, Jason nous a aidés pour le gros œuvre. C'est ici que tout se joue. C'est le point névralgique d'Apocalypse City, le cerveau. Et pas seulement au sens figuré. Nous approchons du boîtier d'où partent tous les fils. En résine indestructible, il mesure la taille d'une boîte à chaussures, à peine plus gros. J'entends un léger ronflement. Au moins la pompe alimentaire fonctionne toujours, il n'est pas mort.
Je soupire. Ah, il est vivant. Mais qui est vivant? Oncle Barney. Je ne vois personne. Si je n'étais pas aussi épuisé, j'aurais peut-être ri, mais je me contente de dire en montrant le caisson. Je vous présente Oncle Barney. Lorsqu'il a senti que son heure approchait, il a voulu concrétiser les recherches auxquelles il a consacré sa vie. Le cerveau peut survivre au corps. Nous avons dédié 2 ans et demi à la construction de ce boîtier qui abrite désormais le cerveau d'Oncle Barney. Relié par fibre optique à tous les points du QG, son esprit nous gouverne via un réseau informatique. Ce qui m'étonne, c'est que Fabiola, qui assistait le programmateur Alan Newbeck lors de la mise au point, ne se souvient de rien. Pas la peine de chercher une raison à cette amnésie, c'est tout trouvé. Je lui annonce la vérité. À toi aussi, il a effacé la mémoire. Dahlia Delam n'est qu'un nom d'emprunt, Un nom d'emprunt? Comment ça? parce que Jason t'a fait subir le même sort qu'à moi. Tu n'es pas celle que tu crois être. Ton nom est Fabiola Digman. Il t'a fait endosser une fausse personnalité, juste baptisée de ton pseudo officiel. Le salaud! Le salaud! Je vais lui couper... Je la retiens par l'épaule. Tout va rentrer dans l'ordre, d'accord? Comme tu l'as fait pour moi, je vais te ramener à toi-même. D'abord, je réactive Oncle Barney. Une poignée de câbles sont déconnectés et je les réinsère dans leur réceptacle. Après un instant, une lumière jaillit du centre de la pièce et un hologramme parfait apparaît. Oncle Barney, tel qu'il était de son vivant. Via un écran présent dans chaque pièce du complexe, Oncle Barney peut apparaître et être consulté. Je me souviens que ces écrans inutilisés m'avaient intrigué lorsque j'étais Daniel Giraudot. Le cerveau nous adresse la parole. Oh, que c'est bon de pouvoir communiquer à nouveau. Tu m'as manqué, Chris. Toi aussi, Fabiola. Première chose, détruisez cette machine de malheur. Je dois d'abord restituer sa mémoire à Fabiola. Jason l'a flouée elle aussi. Ensuite, je détruirai la cage à souvenirs. Il faudra également détruire les plans, puis le second prototype. Gardons Jason captif, le temps de le juger. Je verrouille la salle de test. Alors ça y est, on me rend ma mémoire et c'est terminé? C'est Oncle Barney qui répond. Oui, cette histoire est réglée. Je pense soudainement à June. Elle est à l'appartement depuis ce temps. Pourvu qu'elle ne soit pas sortie. Je dois partir. À bout de souffle, je trouve l'appartement sans dessus-dessous. June n'est plus là. Un homme en imperméable noir surgit du couloir, une arme à la main. Je lève les bras, il m'interroge. Daniel Giraudot? Ouais. Ou bien dois-je vous appeler Loïc Fredonek? Je décèle un accent américain, je ne réponds pas. Il jette quelque chose sur le comptoir de la cuisine. Une enveloppe. Ouvrez-la. 3 photos. On me voit distinctement tenir un soldat coréen en otage. Je me vois face à la douzaine de soldats. Loïc Fredonek. Bon sang, je me souviens. Les flashs qui m'ont aveuglé au dôme de la mer Jaune. Voilà, j'espère que vous avez passé de bons moments tout au long de cette série qui me tenait à cœur de vous proposer. Alors, quelques questions restent en suspens. La scène finale ouvre sur une suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette suite sera intégrée dans la version livre d'Apocalypse City qui paraîtra avant la fin de l'année 2026 sur Amazon et que vous pourrez vous procurer. Donc, je vous mettrai le lien en commentaire. Mais avant, il y a le roman Macabre Concerto qui va sortir à l'été 2026. Et je vous mettrai aussi les liens en dessous des Échos du Crépuscule. D'ailleurs, les Échos du Crépuscule aussi, je pense, vont sortir en recueil de nouvelles d'ici, bon, je ne sais pas combien de temps, mais bientôt. D'ici la fin de l'année aussi, je pense. Vous trouverez les Échos du Crépuscule sur Amazon en version livre. Et donc, on va se retrouver à la mi-avril pour la saison 2 des Échos du Crépuscule en version audio. En attendant, la saison 1 est en playlist sur la chaîne, puis dans les vidéos évidemment. Et vous pouvez me rejoindre sur les réseaux pour suivre mon actu sur Insta et Facebook. Prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne Sturpy Horror Stories.